à tout le monde d'être présent. Donc pour débuter, ce webinaire donc, a été réalisé avec Hippocrate Développement et NES Formation. NES Formation, donc, est un organisme de formation habilité DPC. Donc, on propose des formations pour tous les professionnels de santé, accessibles à tout le monde, donc à la fois pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes. Je vous mettrai dans le chat un lien vers notre site internet pour que vous puissiez consulter nos formations. Donc, l'objectif étant vraiment de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins grâce à des formations enseignées par tous nos experts. Donc, cette formation a été fondée par le docteur Harry Sidbon, donc ancien médecin urgentiste, et également son associé Gabriel Neumann. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Dubois, notre expert pour la formation « Comment monter une maison de santé pluriprofessionnelle ». Merci Faustine, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement, mais on va passer à l'essentiel aussi. Ça fait 13 ans aujourd'hui qu'on accompagne des professionnels de santé libéraux, notamment dans tous les dispositifs de réorganisation des soins primaires. Donc, on vous a monté un petit module là, pour partager de l'information sur l'origine un peu de ces structures-là. Je vous donnerai de l'information sur qu'est-ce que c'est concrètement une maison de santé et puis vous guider un petit peu sur les étapes, si vous voulez vous lancer dans un projet comme ça, les étapes qu'on peut monter. Bien sûr, à travers les questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure dans le chat et puis on garde un temps, comme l'a dit Faustine, pour que je puisse y répondre. Et si jamais je n'avais pas la réponse, je m'engage à vous les donner dans les 24 heures, mais je pense que je devrais répondre à peu près à toutes vos questions. Nous, ça fait 13 ans qu'on travaille sur l'ensemble du territoire national, donc on tient compte des différences territoriales et on connaît un peu chaque ARS de chaque région aussi. Voilà. Donc, ce qui peut nous amener, en fait, parfois dans mes réponses, à vous amener peut-être des réponses spécifiques par rapport au territoire. Donc, si vous posez une question qui est liée à un territoire particulier ou à un endroit où vous exercez, n'hésitez pas à le préciser dans vos questions. Alors, pour entrer sur l'histoire des maisons de santé et son contexte, je pense que je vais vous donner quelques éléments cadrants et chiffrés qui me semblent importants. Il y a plusieurs origines, en fait. On a une origine qui est sociétale, c'est lié à l'évolution de la structure de la population française, notamment, avec un vieillissement de cette population-là, et on va le voir avec quelques chiffres, et puis l'apparition de ces pathologies chroniques, voire plusieurs pathologies chroniques sur des mêmes individus. Et tout ça va déclencher en fait un besoin d'améliorer la coordination autour de ces patients-là et de se réorganiser aussi dans la dispersion du temps qu'on va passer avec ces patients-là. Donc ça, c'est un des premiers facteurs sociologiques. Le deuxième facteur sociologique, finalement, c'est l'évolution du rapport aussi au travail. Et donc, on verra à travers quelques chiffres les tendances. Tout le monde dit qu'il y a moins de médecins. Effectivement, bon, il y a une évolution du nombre de médecins et de l'offre de médecine générale notamment. Mais il y a aussi une structuration où les jeunes ont un rapport au travail qui varie. Moi, j'ai parlé des salariés, des jeunes salariés. Eh bien, nous, dans les entreprises, on s'adapte à un certain nombre d'évolutions. Et je pense que le système de santé doit s'adapter aussi à certaines aspirations. Alors, pour revenir sur quelques chiffres sur la population française, si on observe sur une dizaine d'années, entre 2008 et 2018, effectivement, vous vous rendez compte que la population de plus de 60 ans et plus de 65 ans a augmenté en termes de volume. Et donc, ça vient corroborer ce que je vous ai présenté juste en introduction avant. On a travaillé, nous, sur des territoires où on avait une évolution en 10 ans de la population de plus de 85 ans de 5%. Donc, vous avez votre population qui évolue de 5% sur 85 ans. Vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir sur vos métiers. Et l'idée, c'est de se projeter et d'anticiper en fait ces changements-là. Et une des origines des structures de maisons de santé et d'exercice coordonné, en fait, c'est d'essayer d'apporter une réponse à ce changement. D'autres données sur les chiffres, donc ça, c'est des chiffres qui sont issus de l'Atlas du Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, quand on regarde l'activité des médecins généralistes, ceux qui exercent une activité régulière, on s'aperçoit effectivement entre 2000 et 2021, entre 2010 et 2021, une diminution. Donc, ces chiffres-là confirment ce que vous pouvez sentir sur le terrain. La projection jusqu'en 2025
montrent qu'il y a encore diminution. Et ce qu'on entend et ce qu'on commence à voir dans les stats, c'est qu'on aurait une inversion de cette courbe-là dans les années 2030. Moi, je reste très prudent parce que quand on a commencé à lancer l'histoire d'Hippocrate en 2010, on disait que le point d'inflexion était en 2018. Bon, il va falloir tenir compte en fait, de ces changements et trouver d'autres types de réponses. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'inventer des choses. La répartition territoriale qu'on a sur la carte, quand vous êtes dans la zone un peu marron, là, ce sont des zones sur lesquelles on a une densité qui est supérieure à la médiane, les autres vertes foncées. Donc, en fait, on a une problématique aussi d'organisation territoriale. Et selon les territoires, on n'a pas les mêmes offres. Mais on verra dans les schémas que je vous présentais sur le nombre d'implantations des maisons de santé qu'en fait, on ne tient pas forcément compte de ça. Les maisons de santé sont implantées quand même sur pas mal de territoires, essentiellement des territoires qui étaient un peu fragilisés, mais pas que. Et puis, la petite pyramide des âges et de la répartition en fait, entre les hommes et les femmes médecins généralistes, on voit effectivement l'arrivée massive de jeunes femmes médecins sur ce métier de médecin généraliste. Et à la limite, tant mieux. Mais ça nécessite aussi sans doute de nous organiser autrement pour permettre un exercice qui corresponde. Alors, pour moi, ce n'est pas que les femmes ou les hommes, parce que moi, j'ai pas mal de jeunes hommes aussi qui travaillent avec nous. Voilà, l'organisation du travail pour les jeunes hommes évolue aussi. Et donc, je pense que le côté sociétal, il faut le prendre dans sa globalité et pas dans son opposition. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé ce contexte-là et qu'on parle des maisons de santé, je vais vous faire un rapide focus de ce qui s'est passé en fait depuis 2004. Alors, pourquoi 2004 ? C'est qu'en 2004, c'est la notion de médecin traitant qui est introduite en France. C'est-à-dire qu'on dit que le médecin traitant est le pivot en fait, du système de santé. Et c'est le début de l'organisation en fait, de la notion de parcours dans les soins primaires. En 2007, c'est la première fois qu'on voit inscrit le mot maison de santé dans un texte de loi, dans la loi de finances. Et en 2009, on inscrit la maison de santé en fait, dans la loi de santé qu'on appelle à l'époque hôpital, patient, santé, territoire. Vous voyez, quand on parle des maisons de santé en 2022, c'est un peu plus de 10 ans maintenant que ces histoires existent. Et il s'est passé un certain nombre d'événements. En 2011, la loi Fourcade a créé la CISA. Pourquoi ? C'est qu'en fait, on avait besoin d'une structure juridique pour obtenir des financements. Il y a une négociation pour transformer ces financements en 2015 qui n'aboutit pas, mais en 2017, il y a un accord cadre interprofessionnel qui arrive. Et à ce moment-là, on a des financements pérennes qui se mettent en place pour les maisons de santé. Et puis, dans ma stratégie, dans Stratégie Ma Santé 2022, qui est la loi dans laquelle nous, on vit actuellement, eh bien, on voit un certain nombre d'éléments structurants et fondateurs autour des maisons de santé. Alors voilà, en résumé, émergence du parcours des soins, émergence du mot maison de santé. Il y a plus de la moitié des médecins en 2009 qui exercent en exercice regroupé, mais pas forcément dans la notion de coordination, de partage pluridisciplinaire autour du patient. En 2010 à 2013, on expérimente, donc tous les confrères qui ont lancé les maisons de santé ont expérimenté en fait un modèle économique qui s'est généralisé. Donc souvent on me dit Mathieu, c'est sympa, mais si demain ils arrêtent. Bon, s'ils arrêtent, ils arrêtent toute la réorganisation des soins primaires. Aujourd'hui, on n'est plus dans un mode expérimental, on est dans un mode qui a été négocié en intersyndical, donc les syndicats de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, donc des négociations pluridisciplinaires pour écrire un modèle économique que je vous présentais tout à l'heure autour des maisons de santé. Et puis, on voit arriver, et vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui, d'autres types de structures comme des CPTS qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Je n'entrerai pas dans le détail, mais si vous avez des questions sur ces sujets-là, je pourrais les aborder après. Alors, la répartition des maisons de santé, il y avait un objectif de 2700 maisons de santé. On est un peu en dessous de l'objectif, mais on est quand même sur une forte croissance. Et vous voyez, la répartition, en fait, elle est quand même assez homogène sur le territoire. On a encore des zones un petit peu avec des creux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en moyenne, dans une maison de santé, on a 5 médecins généralistes, 10 à 15 paramédicaux, et que lorsqu'il y a des projets immobiliers, mais vous verrez tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des projets immobiliers partout. On est sur des projets immobiliers qui peuvent faire à peu près 500 mètres carrés, donc pour avoir des plateaux techniques et permettre d'exercer tous ensemble dans un même lieu. Une fois de plus, on verra, ce n'est pas une obligation. Donc, en 2021, 1889 maisons de santé officiellement ouvertes et on avait plus de 300 en projet. Donc, je pense que les 2700 pourraient être atteints effectivement cette année, donc des objectifs ambitieux mais plutôt réalistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces maisons de santé ? Ça fait maintenant 10 minutes que je vous en parle, mais on va peut-être essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dedans, comment c'est structuré, qui y participe. Alors, globalement,
moi, les médecins, je connaissais dans les années 90, 2000, on avait des médecins qui disaient, tiens, on pourrait peut-être partager des moyens. Donc, on va louer un bâtiment ensemble, on va partager une secrétaire et sa rémunération ensemble. Et donc, on a vu émerger dans ces années-là, 80, 90, 2000, ce qu'on appelait des cabinets de groupe, des regroupements dans des cabinets médicaux. On n'est pas dans ces organisations-là autour d'un projet de soins coordonné. Souvent, d'ailleurs, un patient ne pouvait pas ou n'était pas vu par les confrères. Puis, au fur et à mesure, voilà, l'État a introduit ces dispositifs d'exercice coordonné. Un exercice très simple, c'est ce qu'on appelle l'équipe de soins primaires, mais je ne rentrerai pas en détail dedans, c'est juste un médecin et des paramédicaux qui définissent des protocoles entre eux. Donc ça, c'est reconnu. Puis après, la maison de santé, il y a deux dimensions. C'est un projet de santé qui est formalisé, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Et puis, c'est aussi mettre en place des actions coordonnées entre des médecins généralistes et des paramédicaux autour de certains patients. Et tous ces dispositifs-là de coordination, en fait, peuvent collaborer au CPTS, au comité professionnel territorial de santé. Alors, moi, j'aime bien fonctionner par opposition. Donc, la maison de santé, vous avez compris, ce n'est pas un cabinet de groupe. Je ne suis pas là que pour partager des moyens. Je dois avoir une action de coordination. On n'est pas dans la maison médicale. C'est-à-dire que je n'ai pas que des médecins, j'ai aussi des paramédicaux avec moi. Je ne suis pas dans une maison médicale de garde. La garde n'est pas assurée en fait par la maison de santé. La maison de santé peut contribuer, les médecins généralistes d'une maison de santé peuvent contribuer au système de garde de leur territoire. Ce n'est pas la maison de santé qui organise le système de garde. Dans une maison de santé, il n'y a pas d'hébergement. On n'est pas là pour avoir des patients avec des lits et des traitements derrière. On est vraiment sur la médecine générale et l'activité de coordination de soins primaires. Et on n'est pas un centre de santé. Donc, un centre de santé, c'est quoi? Un centre de santé polyvalent, c'est quoi? Ça peut avoir la même mission que la maison de santé. Simplement, toute l'équipe est salariée. Donc, on va retrouver des centres de santé qui peuvent être municipaux, on va retrouver des centres de santé qui peuvent être mutualistes. On commence à avoir des centres de santé qui sont des structures associatives à but non lucratif depuis une nouvelle loi en 2016. D'accord? Donc, ma maison de santé en synthèse, c'est une maison de santé où j'ai des médecins, des paramédicaux, qui a un projet avec de la coordination, qui n'exercent pas forcément dans des murs. Parce que quand je vais constituer un projet, certains peuvent avoir besoin d'un projet immobilier pour rentrer dedans, mais d'autres, imaginons que j'ai des kinés à 300 mètres de chez moi qui ont fait un super équipement avec de la balnéo. Ce n'est pas parce que moi, avec médecin, avec mes amis médecins, les infirmières, la sage-femme et un podologue, on veut faire un bâtiment, qu'on va se dissocier en fait et qu'on ne va pas associer les kinés. C'est-à-dire qu'un projet de santé, il faut le voir un petit peu comme un projet de territoire. Et donc, on a des projets de santé, de maisons de santé qui sont complètement éclatés. Il y a zéro projet immobilier. Chacun travaille dans son immobilier habituel. Par contre, ils sont fédérés autour d'un projet de santé. On va voir ce qu'il y a dedans. Et puis, parfois, il y a besoin d'un projet immobilier qui embarque plus ou moins toute personne. D'accord? Donc, ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que si un jour vous démarrez un projet, n'oubliez pas de l'ouvrir aussi peut-être à des professionnels de santé du quartier, du territoire, qui seraient intéressés par cette démarche de coordination, mais qui n'ont pas forcément besoin d'un projet immobilier. Et ça, ce n'est pas gênant, c'est complètement recevable. Alors, le projet de santé d'une maison de santé, en fait, quand on se dit, tiens, maintenant on se lance, et je vous expliquerai un petit peu la démarche après, c'est le socle, en fait. Vous avez compris, je n'ai pas besoin de bâtiment, mais mon socle, en fait, c'est le projet de santé. Et quand je vais commencer à réfléchir à monter ce projet de santé de maison de santé, je vais avoir des questions. Je vais m'interroger, est-ce que j'ai besoin ou pas d'un projet immobilier? Est-ce que j'ai besoin ou pas de créer des structures juridiques? Je vais vous expliquer ce dont on peut avoir besoin. En termes de système d'information partagé, comment je vais partager la donnée avec l'équipe de ma maison de santé? Voilà. Et puis après, le budget et le fonctionnement. Donc, toutes ces questions-là, en fait, quand on fait des accompagnements de projet, on va aborder tout ça, mais au démarrage, la base de la base, c'est de se mettre d'accord sur un projet de santé et c'est à l'équipe de se mettre d'accord. Alors, le projet de santé, effectivement, c'est une démarche qui doit être collective. Donc, à vous de voir avec qui vous voulez travailler, qui vous voulez emmener en fait, dans ce projet-là, de concerter de manière un peu large. Après, il va falloir partager des valeurs parce que voilà, c'est un projet où vous allez travailler ensemble. Donc, si vous avez des professionnels de santé à côté de vous qui ont une vision complètement différente de la pratique, de la relation patient, vous n'allez sans doute pas être compatibles et à ce moment-là, ça ne sert à rien de les inviter dans le projet de santé. Après l'organisation, effectivement, vous allez avoir un fonctionnement individuel qui ne change pas, c'est-à-dire que vous êtes des libéraux, vous êtes toujours payé à l'acte, vous avez toujours vos patients, vous avez cette notion de médecin traitant ne change pas. Petit point de vigilance, effectivement, une maison de santé n'est pas une maison de santé traitante.
La notion de médecin traitant continue à exister dans la maison de santé, en tout cas en France et aujourd'hui. Donc, c'est bien vos patients médecins traitants qui contribuent dans la relation, et les paramédicaux, pareil. Donc, l'idée, c'est d'avoir le maximum de patients en commun. Donc, c'est toujours intéressant de regarder aussi avec les confrères, consoeurs qui vont monter le projet avec vous, voilà, quels sont vos patients en commun. Et puis après, c'est que cette offre, il va falloir la mettre en place et la faire fonctionner. Donc, dès qu'on démarre un projet de santé, ça va me donner des droits, ça va me donner des droits à rentrer dans un modèle économique. Ça me permet d'avoir une reconnaissance aussi de l'équipe et ça me permet d'être plus facilement identifiable. Si demain, je vais voir un hôpital et que je suis déjà une équipe et je veux dialoguer avec l'hôpital sur la gestion de sortie d'hospitalisation, c'est plus simple que d'y aller à 10 isolés. Et puis, je peux communiquer vers mon territoire. Si demain, je mets une campagne de prévention sur, je ne sais pas, une marche pour les diabétiques que j'ai montée avec mon équipe, mais c'est plus facile de la relayer sur votre population et sur les habitants du territoire. Parce qu'à ce moment-là, vous avez fédéré en fait une offre qui va être facilement identifiable. Et moi, pour avoir vu des maisons de santé voilà, se créer dans des villes, des petites villes, les habitants et les usagers se l'approprient complètement la maison de santé. D'ailleurs, j'ai une équipe qui, de manière assez amusante, avait mis une petite boîte à idées en fait, à montrer la maison de santé. Et chaque réunion d'équipe qu'ils faisait chaque mois, ils versaient la boîte à idées et ils reprenaient un petit peu ce que leur donnaient les patients comme suggestion de fonctionnement. Et on a eu des projets derrière qui étaient super sympas. Alors, le projet de santé. Alors, le projet de santé, en fait, en gros, il y a 3 grands chapitres. Une fois de plus, moi, ce qui m'intéresse quand on va accompagner une équipe, ce n'est pas de rédiger un document. Mais c'est bien d'avoir un document pour poser ses idées et dire ce qu'on fait. Et notamment, si demain vous recrutez, ou si demain vous avez de nouveaux professionnels de santé qui s'installent, c'est pas mal de pouvoir leur expliquer comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites ensemble, comment vous vous coordonnez. Donc, l'objectif pour moi du document, il est essentiellement tourné vers cet aspect-là, poser les choses et partager. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on va faire dedans. Donc, 3 grands chapitres. Un premier état des lieux, c'est-à-dire qu'on fait toujours un diagnostic. C'est pour savoir sur quel territoire on exerce et quel est l'impact de notre projet de santé. Donc là, on va aborder la démographie. Je vous ai expliqué, c'est important de connaître la structure et l'évolution de sa population. On travaille, nous, sur des quartiers où la population rajeunit, on est sur des quartiers où la population vieillit. Donc, de bien connaître la population qu'on prend en charge, ça fait partie des éléments. Connaître l'offre de soins locale et l'offre de soins des partenaires et du soin de second recours, des hôpitaux, des cliniques, du médico-social, parce que votre projet de santé va s'adresser en fait à ces offres. Donc, toutes ces données-là, il y a 10 ans, c'était un peu compliqué d'aller les chercher. Aujourd'hui, quand on fait des accompagnements et qu'on vous accompagne dessus, il y a énormément de bases de données qui sont structurées. On va chercher les éléments, on en tire une synthèse, là qu'on dit, bah, tiens, dans ce territoire-là, on a une population vieillissante qui a des problèmes de logement ou d'accessibilité à des soins, il faut qu'on mette un axe dessus. Mais voilà, on va vraiment chercher la synthèse, parce que la donnée, sincèrement, elle est top, elle est structurée, elle est cartographiée. Et en plus, elle est à peu près bien actualisée, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des données sur l'offre de soins d'il y a 1 an à aujourd'hui. Voilà. Puis après, on va travailler sur le projet professionnel et le projet de soins. Le projet professionnel, c'est tout ce qui va être lié à votre organisation en équipe. Donc, la gouvernance et la coordination entre vous. Est-ce que vous allez fixer des temps de coordination? Moi, j'ai des équipes, tous les vendredis, les derniers vendredis midi de chaque fin de mois, ils se font une réunion entre eux pour ceux qui ont besoin d'échanger autour de 4 patients. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais ils savent, c'est toujours comme ça. Ils vous apportent chacun à manger, il y a une salle de réunion et ils viennent parler 4 patients et donc ils sont organisés des temps de coordination comme ça. On peut aborder les sujets de formation professionnelle aussi. Donc après, il y a tout le volet projet de soins et c'est là où on passe le plus de temps avec l'équipe. C'est qu'on essaye d'organiser tout ce qui est continuité des soins et soins non programmés, touche plutôt les médecins généralistes. Et après aussi, qu'est-ce qu'on veut faire comme projet? Alors moi, j'ai des équipes, elles me disent, tiens, Mathieu, on voudrait travailler sur les patients chroniques. OK, très bien, mais qu'est-ce que vous voulez faire sur les patients chroniques? Quel type de patients chroniques vous voulez cibler? Donc là, on va regarder ce qu'il y a dans le diag. Et puis après, on va voir, est-ce qu'on fait de la prévention? Est-ce qu'on veut faire de la détection? Quelle action concrètement on veut faire? Vous voyez, tout ce cheminement, on ne le fait pas avec une personne, on le fait avec l'équipe. Et comme ça, le pharmacien, la diète, l'infirmière, les médecins, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. On a travaillé sur des parcours mère-enfant, on a travaillé sur des prises en charge de diabète, d'AVK, tous ces sujets-là. Mais à chaque fois, c'est l'équipe qui définit son axe. Et ça, c'est primordial. Si vous avez un projet de santé, vous n'allez pas chercher le projet du voisin, discutez entre vous, décidez entre vous. Et nous, notre job, en fait, c'est de vous aider à structurer tout ça.
Alors, ça peut aboutir à des protocoles, je vais vous en montrer un après, et ça peut aboutir aussi à des missions de santé publique qui sont plutôt des missions de prévention. Je parlais de la marche du diabétique. Il y a par exemple aussi des équipes pendant la période d'Octobre Rose qui reprennent le sujet en fait du cancer du sein, qui font des campagnes locales et qui lancent des campagnes locales de dépistage pour vraiment accentuer en local sur leur patientèle et avoir un impact, par exemple sur la vaccination. Voilà. Donc tout ce qui se fait en fait dans ce projet-là, ce n'est pas du papier, c'est l'équipe qui le produit et il faut que ça vous serve. Sinon, ça ne sert à rien de faire un projet de santé. Alors, dans les travaux sur les thématiques des projets de santé, je vous ai cité là des thématiques qui sont abordées en fait systématiquement. On va retrouver souvent des sujets comme ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous montez une maison de santé, que vous avez choisi vos thématiques, on va demander après éventuellement et vous alimenter avec des gens ou des protocoles qui existent ailleurs. L'idée, ce n'est pas de perdre de temps à refaire des choses qui peuvent marcher. Par contre, au moment où vous allez choisir, vous n'avez pas ces informations-là et je ne veux pas vous les donner parce que si l'équipe n'a pas fait le travail nécessaire de réfléchir à ce qu'elle veut faire, ça ne sert à rien d'aller plugger en fait une organisation type qui ne va pas vous correspondre. Toutes ces informations-là, toutes les données qui sont dans vous, les typologies de prise en charge en soins coordonnés, elles sont en fait dans l'accord qu'a signé vos syndicats avec la sécurité sociale pour définir le modèle économique. Donc, on voit quand même qu'il y a une orientation des objectifs de santé publique. Alors, un exemple de protocole, ça c'est une équipe avec qui on a travaillé, voilà, qui a décidé en fait de faire un petit protocole entre eux sur l'insulinothérapie basale. Voilà. Donc, ils ont simplement défini qui faisait quoi. Donc, il y a un suivi du patient qui est fait en fait par un prélèvement par l'infirmière, une biologie au laboratoire, et les résultats, et qui analyse les résultats, comment gère l'infirmière. Voilà. Et ce qui permet à l'infirmière, en fait, dans certains cas, sous contrôle médical, d'assurer en fait une adaptation des doses. Donc là, on est dans un protocole en fait entre un médecin et un infirmier qui a été construit par l'équipe sur la base en fait de production de la Haute Autorité de Santé. Donc ça, je dirais, c'est des protocoles qui peuvent vous sembler un peu plus complexes. Mais pourquoi ils ont mis ça en place? C'est parce que ça leur faisait gagner du temps. Vous avez peut-être entendu parler aussi des protocoles autour des anticoagulants, des AVK. C'est un peu le même principe en fait. L'idée, c'est de faire gagner du temps et sécuriser la pratique des deux professionnels qui sont en relation avec le patient. Donc, une fois de plus, le design du protocole, le dessin, c'est on le construit avec eux. Puis après, on va chercher avec eux tout ce qui est réglementation, les normes, le volet scientifique en fait, du protocole. Après, on peut être sur des protocoles beaucoup plus basiques, sur des pansements, sur la prévention des chutes au domicile des patients. Donc, j'en ai plein, mais je ne vous inonde pas de protocole là pour l'instant. Donc, dans ma maison de santé, une fois que j'ai organisé ma gouvernance, j'ai choisi mes projets de soins. Il y a une question qui se pose, c'est que depuis 2011, en fait, quand on est en équipe pluriprofessionnelle, on peut partager la donnée. Moi, en tant que patient, je rentre à l'hôpital, on partage ma donnée. Je vais dans une clinique, on partage ma donnée. Mais il y a encore 15 ans, j'allais voir mon médecin généraliste, on ne partageait pas la donnée avec l'infirmière qui allait me suivre, on ne partageait pas la donnée avec le kiné. Donc, dans la maison de santé, quand vous avez fait valider votre projet de santé, un des droits que vous allez obtenir, c'est le partage de données en équipe. Et donc, pour pouvoir partager la donnée en équipe, en fait, en 2011, il y a un cahier des charges qui a été écrit et qui permet en fait de choisir des logiciels qui sont labellisés pour fonctionner dans les maisons de santé et pour permettre le partage avec l'ensemble de l'équipe. Et l'agence qui s'occupe de ce label-là, c'est l'agence du numérique en santé qui s'appelait Azip Santé avant et qui a changé. Voilà. Après, vous pouvez utiliser des outils de prise de rendez-vous, de télémédecine, vous pouvez avoir des outils de gestion administrative, de facturation. Mais le côté partage de dossiers patients, il est lié au fait que vous soyez une maison de santé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, OK, je monte une maison de santé, je fais mon projet de santé, je valide à l'ARS, mais est-ce que j'aurai besoin de structures juridiques? Alors, je vais les balayer rapidement. Déjà, il y a une première question. Est-ce que j'ai besoin d'un projet immobilier ou pas de projet immobilier? Si je n'ai pas besoin de projet immobilier, et si je ne veux pas investir, je n'ai pas besoin de SI ou de SAS. Ça, j'évacue. Par contre, j'ai un projet de santé. Alors, le projet de santé, souvent, on crée une association de 1901. Pourquoi? C'est que déjà, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez fixer des adhésions à 5 €, 10 €, vous payez un verre en fin d'année pendant l'Assemblée générale. L'idée, c'est d'appartenir à un groupe et d'avoir une identité. C'est pour ça qu'on utilise, dès la création du projet de santé, l'association de 1901. Si demain, vous avez besoin de partager des locaux,
de partager je sais pas, une assistante, une secrétaire ou d'acheter des choses en commun, vous avez la fameuse SCM que vous connaissez peut-être déjà, parce que ce sont les médecins, vous êtes en SCM pour payer vos loyers et votre secrétaire. Donc, selon les structures, on garde ou pas la SCM. On peut très bien garder les SCM. Mais vous voyez, l'idée de la SCM, ce n'est pas de faire de la coordination pour du patient. L'idée de la SCM, c'est juste partager des moyens. Par contre, si je veux obtenir l'argent, et je vais vous expliquer comment ça marche, des nouveaux modes de rémunération, là, je crée une SISA, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. C'est la coquille juridique, la SISA, qui permet d'obtenir l'argent de la maison de santé. Je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je fonctionne à l'acte en tant que professionnel de santé libéral. Donc, mon flux financier avec mon patient reste le même. Mais à partir du moment où je suis en maison de santé, je veux obtenir une somme d'argent et je vais vous expliquer comment elle est calculée. Et donc, à ce moment-là, j'ai besoin de la SISA pour recevoir cette somme d'argent et on va voir quel usage on peut en avoir. D'accord ? Donc, l'association porte le projet de santé. La SCM, je peux en avoir ou pas si je veux partager des moyens. Et ma SISA, elle me permet de recevoir les nouveaux modes de rémunération. Alors, si je suis dans une situation où j'ai de l'immobilier, je vous fais juste un petit diapo là-dessus, et que je veux être locataire, deux situations. Soit le propriétaire me dit, moi, je veux bien vous louer le bâtiment. Quand il dit vous, c'est à la maison de santé, donc c'est à l'ensemble de l'équipe. Je veux bien vous louer le bâtiment, simplement, je vais signer qu'un seul bail. C'est-à-dire que vous, dans le bâtiment, vous allez tous être solidaires. C'est-à-dire que les médecins, les kinés, les infirmiers, la sage-femme, on fait un seul bail, et à ce moment-là, nous, on va avoir besoin, en tant que conseil de santé, de constituer cette fameuse SM pour payer le loyer. Comme ça serait le cas si j'étais plusieurs médecins et qu'on avait effectivement un propriétaire qui dit je veux louer, mais à une seule société. L'autre option, l'option 2, qui sont les baux séparés, là, c'est différent. On va partager le bâtiment. Moi, j'aime bien le partager par zone métier parce que c'est plus cohérent. Imaginons qu'on ait une zone métier médecin et qu'on veuille, je sais pas, accueillir un cardiologue de temps en temps, faire des vacations avec un spécialiste qui vient chez nous. Voilà. Ça permet d'avoir de l'autonomie sur la zone dans laquelle je vais exercer. Et en même temps, ça permet, si moi, par exemple, j'ai un départ à la retraite que je ne sais pas remplacer, de ne pas impacter ce local sur l'ensemble des autres paramédicaux. Donc souvent, c'est un schéma qu'on conseille, c'est un schéma un peu mixte comme ça, où le propriétaire, il faut qu'il accepte d'avoir plusieurs baux, comme dans une copropriété, et chaque professionnel paye en fait sa part liée à la surface qu'il va occuper. Et les surfaces communes, en fait, on les proratise aux surfaces communes. Bon, si vous avez des questions là-dessus, je peux y revenir tout à l'heure. Mais nous, par exemple, les maires qui veulent faire des baux uniques, on leur explique effectivement c'est avantageux pour eux, mais c'est un autre inconvénient, c'est que ça peut refroidir certains professionnels à venir dedans parce que ça vous rend tous solidaires en fait de la location. Alors, le modèle économique de ces maisons de santé, on va le regarder là sur 2-3 slides. Donc, je vous rappelle, pour pouvoir prétendre à avoir ce modèle économique des maisons de santé, il faut que je fasse valider mon projet de santé à l'Agence régionale de santé. Donc, toute la partie construction de ce projet de santé, en fait, éventuellement, elle peut être financée, aidée par l'ARS, la phase de construction. Mais une fois que le projet de santé est validé, que je suis reconnu, je vais avoir un numéro de finesse, en fait, un numéro qui m'identifie, je vais pouvoir partager la donnée et je peux prétendre à rentrer dans les nouveaux modes de rémunération. Donc, on appelle ça aussi l'ACI des maisons de santé. Et donc, plusieurs critères obligatoires pour pouvoir y prétendre. Un, avoir des horaires d'ouverture. Ça, on les aura travaillé dans le projet de santé. Ce qui était demandé, en fait, c'est d'avoir une amplitude horaire de 8h à 20h du lundi au vendredi et le samedi matin de 8h à midi. Ce qui se passe, en fait, dans les faits, c'est qu'il y a certaines zones où les gardes commencent plus tôt. Par exemple, je travaille sur la Réunion, les gardes commençaient plutôt à 19h. Et donc, les amplitudes horaires ont été ajustées. Au pire, si vous ne couvrez pas toutes les amplitudes horaires, ce n'est pas très grave. Vous avez un peu moins de points sur ce critère-là, mais ils ne peuvent pas vous refuser. Le travail en équipe, c'est tout ce qu'on a travaillé avant. C'est la coordination, les réunions de concertation pluriprofessionnelle. La réunion de concertation pluriprofessionnelle, c'est quoi? C'est j'ai un cas de patient qui sort. D'habitude, on se passe des coups de fil. Non, là, je peux me réunir avec pharmacien, kiné, infirmier, médecin et on décide ce qu'on fait. Vous voyez, ce n'est pas du temps où je suis à l'acte. Donc, ce temps-là, on peut aussi éventuellement essayer de le rémunérer. Les protocoles pluriprofessionnels, comme je vais vous en montrer. Et puis, le fait d'avoir une capacité dans ce logiciel de partager de la donnée. Voilà. Ça, c'est les 3 critères seuls. Si vous les remplissez, au moins 2 de ces critères-là, puis au bout de 2 ans, il faut remplir les 3, mais en général, maintenant, ils aiment bien avoir les 3 d'un coup, eh bien, vous rentrez dans les nouveaux modes de rémunération. Et donc, vous pouvez contractualiser avec la CEPAM locale
Et donc, il y a des gens à la CEPAM qui peuvent aussi vous aider et vous présenter ces éléments-là. Voilà. Donc, quand je rentre dans les nouveaux modes de rémunération, ça veut dire quoi? Je suis un libéral, je continue à fonctionner à l'acte, mais je vais obtenir une enveloppe qui va me permettre de financer certaines choses. Je vous ai expliqué quoi. Juste avant, je vous fais un petit focus sur les modes de calcul. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous allez voir, j'ai gardé les mêmes trames de schéma, donc ça va vous guider un petit peu plus. Donc, accès aux soins, travail en équipe, système d'information, mes trames grises. Il y a ce que je vous ai présenté, il y a les socles, critères socles. À chaque critère, on va attribuer des points. Pourquoi? C'est que lorsque vos syndicats vont négocier avec la CNAM, ils vont négocier des points. Aujourd'hui, le point, il vaut 7 €. La moyenne nationale de budget maison de santé par maison de santé l'année dernière était à 62 000 € par équipe. Donc, vous voyez, vous remplissez des points. Il y a un critère qui est important sur ma ligne travail en équipe, fonction de coordination. C'est un critère qui est basé sur le nombre de patients traitants que je prends en charge dans mon équipe. Donc, ça veut dire qu'elle est basée comme sur le nombre de médecins généralistes traitants. Et donc, c'est le critère qui dégage le plus de volume financier. Donc, à travers ça, on comprend que la maison de santé, un des objectifs, c'est qu'elle puisse, en partageant en fait, les patients avec des paramédicaux, dégager un peu plus de temps médical, avoir un taux de revoyure qui baisse, et ça, c'est une grosse tendance effectivement de la maison de santé, être capable de prendre un petit peu plus de patients en charge. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un des objectifs qui peut être attribué et c'est une réflexion qu'on peut avoir dans l'équipe. Voilà, cette fonction de coordination est vraiment liée à la prise en charge. Puis après, sur ma partie droite, là, vous allez avoir effectivement, si j'accueille des stagiaires, là, je vais avoir un peu plus de… Si je mets des missions de santé publique en place, je vous ai cité tout à l'heure, par exemple, des missions de prévention, les relais Octobre Rouge. Voilà. Toutes ces fonctions-là, en fait, vont permettre de gagner de plus en plus de points. Alors, petite synthèse sur le financement. Déjà, il faut que l'équipe ait envie d'entrer dans le financement. Je peux faire un projet de santé et je ne rentre pas dans le dispositif. C'est une possibilité. Moi, je trouve ça un petit peu dommage quand on a fait toute la démarche de ne pas aller chercher ce budget-là quand même. Donc, on fait le dossier, on le dépose à la CEPAM qui va l'instruire et on fait un contrat entre l'ARS, la CEPAM et la structure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un financement qui est plutôt incitatif. C'est-à-dire que vous allez produire, quand vous allez faire fonctionner votre maison de santé, par exemple, on va produire sur le logiciel, pour dire qu'on a un logiciel, on va produire la facture de logiciel chaque année. Si on a mis en place des staffs pluriprofessionnels, on va produire les feuilles d'émargement des staffs qu'on a fait dans l'année. Donc, ça reste assez souple et plutôt déclaratif. Et vous allez obtenir cette somme d'argent chaque année de manière pérenne. Alors, qu'est-ce qu'elles en font, les équipes? Elles financent une partie du système d'information partagé pour permettre aux paramédicaux et aux médecins de l'avoir. Elles financent éventuellement du temps de coordination, c'est-à-dire de proposer à quelqu'un de l'équipe ou à l'extérieur d'assurer un rôle de coordinateur de santé pour gérer un petit peu tout le fonctionnement. Et puis, certains s'indemnisent. C'est-à-dire quand on fait des staffs pluriprofessionnels, quand on fait un staff le vendredi midi, OK, on mange ensemble. Mais pour nous, c'est du travail, on décide de s'indemniser. Les modalités, les choix que vous allez faire par rapport à cet argent-là, c'est vous qui les décidez. C'est vous qui décidez si vous mettez 100% sur l'informatique ou si vous mettez 10% sur l'informatique et 90% sur la coordination. Donc, cette notion-là aussi, elle est intéressante, c'est que le calcul de l'enveloppe que je vous ai montré, il est assez structuré et l'usage que vous en faites, par contre, vous êtes un petit peu plus libre pour l'utiliser. Alors, comment on accompagne en fait un montage de projet de santé? Et puis, comme ça, après, on pourra passer à vos questions. Quand je fais un projet de santé, ce qui va être important, c'est certaines ARS dans certaines régions peuvent vous financer ces étapes de démarrage pour rédiger votre projet de santé, pour éventuellement avoir l'accompagnement d'un avocat pour rédiger les statuts de l'association ou d'une CISA, pour travailler aussi sur la contractualisation. Donc, vous voyez, en fait, on peut demander à certaines ARS, alors je dirais certaines parce qu'elles font selon les ARS différentes. Par exemple, en région Grand Est actuellement, la région Grand Est a une politique d'accompagnement des projets de santé, du projet immobilier et du juridique. En Île-de-France, ils financent même le volet économique, c'est calculer les budgets de fonctionnement. En Bretagne, ils vont financer que la partie rédaction du projet de santé et après, ils vont financer 2 jours d'accompagnement sur le volet choix du système d'information. En Normandie, ils vont accompagner la rédaction en fait, du projet de santé. Voilà.
Donc, selon les régions, c'est pour ça que je m'adapterai à vos questions, mais précisez-moi si vous avez des questions par rapport à des régions. On ne va pas avoir forcément les mêmes capacités d'accompagnement. Mais en général, les ARS vont financer les associations ou les collectivités locales qui vont pouvoir aider les professionnels de santé dans leur montage de projet. Et dans un projet de santé, qu'est-ce qu'on fait, nous? On va travailler le diag, le territoire, je vous expliquais, c'est nous qui allons chercher les données, on les mouline et on vous les présente. L'important pour nous, c'est que vous puissiez les critiquer parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous n'avez pas toujours la donnée, ça reste de la donnée, elle va vivre, elle va mourir. Donc, ce qui est hyper important, on a travaillé sur un projet à Rochefort avec l'ensemble des professionnels de santé parce qu'en fait, à Rochefort, le zonage ne montrait pas qu'ils étaient dans une zone qui allait devenir en fait un désert. Et donc, on a critiqué toutes les données du diag pour montrer qu'en fait, à 2 ans, ils perdaient 15% et à 3 ans, ils perdaient 25% des médecins avec des départs à la retraite. Vous voyez, donc c'est important d'aller critiquer cette donnée-là ensemble. Puis après, on va accompagner projet de soins, projet professionnel, toutes les questions qu'on a vues ensemble, et puis on va aider à la rédaction du projet de santé pour que vous puissiez le soumettre en fait à l'ARS. Vous validez votre projet de santé à l'ARS et après, on travaille avec la CI, donc la partie économique que je vous ai présentée juste avant. Voilà. Donc, en conclusion, le principe du financement à maison de santé, c'est que vous restez des libéraux. Le deuxième élément, c'est que pour faire un projet de santé, il faut que je réponde à des critères qui me permettent demain d'aller chercher les financements. Bien sûr, vous pouvez écrire un projet de santé, vous pouvez écrire 3 protocoles entre vous, mais si vous vous lancez dans la démarche, comme ce qui est intéressant, pour moi, je trouve, c'est d'aller chercher les moyens pour le faire fonctionner, votre projet de santé. Donc, l'idée, c'est de remplir, quand on écrit un projet de santé, on essaye à traiter en fait tous les sujets de la grille en fait, de calcul des nouveaux modes de rémunération. Et vous avez vu, il y a des critères socles et des critères optionnels. Pourquoi? C'est que quand mon projet de santé est validé, si j'ai bien respecté ces critères-là, automatiquement, je sais que je peux rentrer dans les nouveaux modes de rémunération. Et après, avec l'équipe, on doit réfléchir à comment je vais utiliser cet argent-là. Je suis payé à l'acte, donc déjà, moi, ma rémunération, elle vient de l'acte et des forfaits. Donc, il y a un petit travail, on fait un budget avec l'équipe, on choisit d'indemniser les professionnels de santé. Donc, souvent, les pionniers, ceux qui se lancent au départ, prennent cet argent et se payent du temps de réunion. Puis au bout d'un moment, en fait, les leaders se disent « Ok, c'est bien, mais moi, je suis médecin, j'ai envie de voir des patients, on a mis des trucs en place, c'est sympa. Donc, je vais garder, ou un paramédical, ce n'est pas forcément les médecins qui sont leaders d'ailleurs. Je vais garder ce côté animation, leadership parce que j'aime bien. Par contre, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va venir faire fonctionner administrativement la structure. Je prends une équipe il n'y a pas très longtemps là, à Oléron qu'on a accompagné. Donc, eux, ils sont sur une maison de santé hors les murs. Donc, chacun travaille dans son cabinet. Et en fait, la diététicienne est devenue coordinatrice. Elle va être rémunérée 1 jour par semaine par cet argent-là pour faire de la coordination au sein de la maison de santé. Donc, travailler sur des protocoles, travailler sur des organisations ville-hôpital aussi. Ils ont choisi de travailler sur des sujets comme ça. Puis après, ce que vous avez précisé, le système d'information, il ne faut pas que ce soit un surcoût pour l'équipe. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez en financer tout ou partie. Alors, quand je dis tout ou partie, c'est qu'en général, vous avez déjà un système d'information. Donc, vous voyez le budget qui vous est alloué, vous essayez de l'établir pour que tout le monde bénéficie en fait de cet argent-là pour engager l'équipe à partager de la donnée. Voilà ce que je voulais vous proposer sur cette première présentation là. Faustine, s'il y a des questions, l'idée c'est qu'on garde un petit temps de réponse sur tous ces sujets-là ensemble. Nous avons une question. On peut donc faire appel à vous pour vous aider à monter une MSP. Alors, ouais, dans nos métiers, on a 3 secteurs d'activité. On a l'accompagnement des équipes de soins primaires, dont les MSP, les CPTS, où effectivement on vient travailler avec les libéraux. Comme je vous l'ai expliqué, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous êtes dans une région où potentiellement il y a des financements, on va vous guider pour que vous allez chercher les financements parce qu'on va être payé pour faire ce travail-là d'accompagnement sur la méthodologie que je vous ai présentée. Puis après, vous voyez, selon les régions, on peut avoir plus ou moins de financement. Donc, bien sûr, l'idée, c'est que nous, on a cette connaissance fine. On peut vous orienter en fait aussi sur les bons contacts ARS pour chercher des financements. Donc, on peut vous accompagner de A à Z. Et selon vos régions, on peut vous aider, vous guider en fait pour obtenir les moyens de travailler. Voilà. Avec plaisir. Très bien. Il y a un truc sur lequel je voudrais quand même insister aussi, s'il y a d'autres questions qui arrivent aussi. La présentation que je fais, forcément, il y a de la théorie. Ce qui va être hyper important dans un accompagnement d'équipe, c'est de partir de vous.
en fait, de votre équipe, de qui vous êtes, est-ce que vous connaissez bien, est-ce que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Et puis, surtout, d'adapter en fait, le projet de santé à ce que vous voulez faire. Moi, je vous ai donné, vous voyez, quand on regarde le cadre théorique du modèle économique, c'est un peu dense, ça peut faire peur. En fait, à l'usage, ce n'est pas si dense, ça ne fait pas si peur, mais quand on démarre, ce que je vous ai montré, je sais, peut être un peu stressant. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre qu'on s'adapte au niveau de chacun et à la vitesse de chacun. C'est comme ça que ça marche, un projet. Moi, là, je vous montre la totalité. Je connais personne qui démarre un projet en disant « je fais la totalité d'un ». D'accord ? Donc, on a une méthodologie, en fait, on va étaler effectivement, on va étaler l'accompagnement un petit peu dans le temps, entre 3 et 6 mois, on va s'adapter à votre rythme. Alors, pour faire une maison de santé, ça, j'aurais pu le préciser, mais dans les textes, ils nous disent 2 médecins et un paramédical. Quand je vous montre la pratique, la vérité, c'est qu'on est 5 médecins et 10-15 paramédicaux. Alors, pourquoi 2 médecins? C'est qu'en fait, ils se disent la coordination à partir de 2 médecins, on peut l'organiser. Mais les quelques structures où il n'y a que 2 médecins, c'est super fragile. Vous avez un confrère qui tombe malade, vous avez un confrère qui déménage, un confrère qui prend la retraite ou une consoeur. Vous perdez en fait potentiellement ce label de maison de santé. Donc, l'idéal, c'est, je dirais, 3-4 médecins généralistes. Quand j'ai parlé des médecins, en fait, j'ai parlé beaucoup des médecins généralistes. Parce qu'en fait, les maisons de santé sont vraiment orientées soins primaires. Elles ne sont pas orientées… donc on peut avoir des spécialistes qui exercent en maison de santé. Mais vous voyez, tout le travail, toute la coordination, on l'a fait d'abord pour médecins généralistes, paramédicaux et spécialistes, hors médecine générale. Donc, j'ai un minimum, pour moi, c'est… on va dire 3 médecins généralistes, et puis ça peut être 4-5 paramédicaux. Et de toute façon, en fait, quand vous lancez un projet comme ça, l'expérience montre que les paramédicaux viennent vers vous. Et peut-être une notion que je n'ai pas abordée aussi, c'est, vous voyez, les psychologues. Aujourd'hui, on a le fameux forfait psychologue qui vient d'ouvrir en France. Les psychologues, par définition, ne sont pas dans les textes en fait, de professionnels de santé, mais il y en a pas mal dans les maisons de santé. Donc, ce n'est pas impossible d'avoir des psychologues qui collaborent avec vous. Aujourd'hui, c'est complètement toléré. Il y a le sujet des ostéopathes aussi, parce que l'ostéopathe non médecin et non kiné, donc non remboursé, ça peut provoquer des petits soucis d'organisation. Par exemple, le Conseil de l'ordre ne veut pas qu'il y ait la même entrée dans une maison de santé s'il y a des ostéopathes dans une maison de santé. Ouais. Donc, il faut être vigilant à certains points. Une pharmacie peut complètement, ou des pharmaciens peuvent complètement intégrer votre projet de santé. Par contre, c'est pareil. S'il y a un bâtiment conjoint entre une maison de santé et une pharmacie, le patient doit sortir de la pharmacie pour aller dans le cabinet médical pour aller dans la pharmacie. Il ne faut pas de porte conjointe. C'est des petits détails techniques, mais avec l'expérience, on les connaît bien. Donc, je dirais 3 médecins, minimum, c'est pas mal. Et puis, ouais, 5 à 10 paramédicaux, mais en général, les paramédicaux, ils viennent. Et là, j'ai été avec une jeune femme médecin, là, il n'y a pas longtemps. Elles sont 2 juste thésées. Il y en a 3 qui vont être thésées d'ici la fin d'année. Elles démarrent un projet, toutes les 5. Donc, elles s'insèrent en médecine générale avec une infirmière, une sage-femme pour l'instant. Elles essaient d'avoir une diététicienne avec elles. Elles vont faire un projet de santé comme je vous ai présenté. Elles vont inclure dedans aussi un volet mère-enfant. En fait, elles vont développer une offre de projet de santé très orientée mère-enfant. En sortant de la fac. C'est ça qui est sympa. Merci. On a une autre question. Ouais. Les protocoles doivent concerner tous les adhérents ou une partie par protocole? Voilà, super question ça. Alors, ma réflexion elle est un tout petit peu différente. C'est que quand je vais travailler sur les protocoles, en fait, je vais faire des groupes de travail quand on va vous accompagner par rapport au sujet que vous avez choisi. Donc, vous allez peut-être choisir, dans un premier temps, vous allez me sortir 10 sujets, puis on va en sélectionner 3, parce qu'on ne va jamais faire 10 projets d'un coup. Donc, je vais sélectionner 3-4 projets et je vais organiser des petits groupes de travail, donc 3-4 projets. Et je vais essayer de mettre les bons professionnels. C'est-à-dire que ma sage-femme, si je veux faire un travail sur de la géontologie, vous voyez, je vais avoir moins de liens, elle va moins s'y retrouver. Donc, on fait des petits groupes en fait, par professionnel de santé. Pourquoi? En faisant des petits groupes, on va faire avancer 4 projets ou 3 projets en parallèle. Et ces projets-là, en fait, à la fin, on va les présenter à l'ensemble des équipes. Donc, même si j'ai contribué à un groupe de travail, je vais pouvoir contribuer à porter l'ensemble des projets de l'ensemble de mon équipe. D'accord? Donc, ça, c'est la méthodologie, c'est l'organisation du travail. Donc, dans un protocole, on n'est pas obligé de mettre tous les professionnels de santé, parce que par définition, ce n'est pas possible et ça ne veut rien dire. C'est que je vais mettre les professions de santé dans un protocole, on va définir l'objectif du protocole, la problématique à laquelle on adresse,
qui contribue, en fait, quel type de profession on a besoin pour faire ce protocole et comment on va le faire. Quel est le rôle de chacun? C'est ça un protocole. Donc forcément, les professionnels de santé que je vais choisir, c'est ceux qui vont avoir un rôle à jouer dans le protocole. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Faustine. Après. Oui, une autre question. Donc, un dentiste peut-il rentrer dans une MSP? Oui, complètement. Donc, les dentistes peuvent être dans la MSP, peuvent être s'ils incarnent un projet de santé. Nous, les dentistes qui ont intégré des maisons de santé, alors, parfois, le bassin de vie en fait, et de rayonnement de patientèle d'un dentiste est parfois un peu plus large qu'un bassin de médecin généraliste. Donc, on n'a pas toujours les mêmes patients en commun. Mais nous, on a vu des dentistes qui ont travaillé, par exemple, sur la prévention, du coup dentaire, bien sûr. J'avais une équipe qui a travaillé sur la problème de dénutrition de la personne âgée. Clairement, le dentiste il avait complètement son rôle et beaucoup de choses à apporter dans l'équipe sur cette prise en charge-là. Donc, ouais, les dentistes, pas de souci, vous faites complètement partie du dispositif. Juste pour finir sur les dentistes, si jamais il y a un projet immobilier, vous avez-vous des contraintes? Par exemple, si vous faites un panneau dentaire, vous pouvez avoir des petites contraintes immobilières et parfois des surcoûts d'installation parce que vous pouvez sortir un siège, donc vous pouvez avoir des prises d'alimentation, peut-être des choses un peu variées. Donc, ce qui est possible parfois, c'est que sur des projets de maisons de santé avec de l'immobilier sur la partie dentaire, il peut y avoir des petits surcoûts liés au bâtiment sur l'aspect dentaire. Donc, autant sur le projet de santé, on traite tout d'un coup, autant des fois sur le projet immobilier, on vous traite de manière spécifique par rapport aux contraintes de vos métiers. Super, merci. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour conclure. Le temps peut-être il nous reste 10 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir. N'hésitez vraiment pas. Ce que je peux juste aussi, moi, plonger, ce que je vous en ai parlé dans l'introduction, et puis on entend parler pas mal, c'est les CPTS. Pour comprendre ce que c'est et l'interaction avec les maisons de santé, je pense. Donc, en 2016, en fait, on a introduit la notion de communauté professionnelle territoriale de santé. Alors, c'est quoi la différence? Déjà, une CPTS, elle ne fait pas du soin, en fait. Vous voyez, dans la maison de santé, je m'adresse à des patients. Donc, je suis vraiment dans une action de soins, de prise en charge de patients. La CPTS, en fait, elle est sur un territoire. Elle va travailler donc sur la CPTS. Donc, la CPTS, je vous explique, la maison de santé prend en charge une patientèle. Une CPTS, en fait, couvre un territoire, elle prend en charge une population. En 2016, la CPTS, dans les textes de loi, on lui a demandé, en fait, d'être plutôt sur des actions de prévention et de santé publique. En 2018, dans la loi Ma Santé 2022, il y a eu un petit coup de virage. Et en fait, on a donné à la CPTS notamment 2 missions socles, qui étaient l'accès aux soins et les soins non programmés. Et clairement, quand je vous dis accès aux soins et soins non programmés, je m'adresse à qui? Je m'adresse aux médecins généralistes. Donc, en fait, on a confié à la CPTS des missions d'organiser sur les territoires, avec les médecins généralistes du territoire, l'accès aux soins pour les patients, notamment qui n'ont pas de médecins traitants, et une organisation des soins non programmés, c'est être capable de délivrer des créneaux de soins non programmés. Donc, quand je vous dis ça, en fait, la CPTS, c'est quoi? En général, c'est une association, souvent portée par des postes de santé libéraux, mais pas que, qui va prendre en charge des populations des territoires en gros de 40 000 à 300 000 habitants. Et il y a quatre tailles de CPTS selon les territoires. Imaginez dans une zone montagnarde, trouver 40 000 habitants sur un territoire où les gens vont se parler, c'est plus compliqué qu'en centre-ville de Toulouse, par exemple. Donc, il y a 4 tailles de CPTS. Et donc, la CPTS, elle va remplir effectivement un certain nombre d'objectifs, de soins non programmés, d'accès aux soins. Elle va aussi travailler sur des actions de prévention. Elle va aussi travailler sur éventuellement des protocoles. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que moi, si je suis en maison de santé, j'ai tout intérêt à dialoguer avec la CPTS et à appartenir à la CPTS parce que je vais pouvoir en fait proposer des services à la CPTS et tout ce qui va être organisation des soins non programmés que j'ai mis en fait, dans ma maison de santé et en place, ça me permet d'attribuer et de proposer à la CPTS des réponses. Voilà. Et la CPTS va avoir un rôle sur le territoire aussi de pouvoir dialoguer avec les ARS, de pouvoir dialoguer avec l'hôpital et donc de pouvoir monter des projets un petit peu plus conséquents que moi, seul, isolé dans mon quartier avec une petite équipe de 10-15 personnes. Vous voyez ?
Donc, la CPTS, elle est orientée prise en charge de population et structuration. Et il y a un schéma qu'on peut trouver, en fait, quand la loi a été promulguée, c'est qu'on a ce monde hospitalier un peu pyramidal avec les gros établissements type CHU, avec des gros plateaux techniques. On a les hôpitaux locaux, et puis il y avait la ville. Et la ville est un peu dispersée. Finalement, la couche de la ville, c'est quoi? C'est les CPTS. Donc, l'objectif, en fait, de ce système-là, c'est quoi? C'est d'avoir une organisation en ville qui permette, en fait, de couvrir tout le territoire. D'accord? Et qui permettent d'avoir des interlocuteurs, en fait, sur l'ensemble du parcours des patients sur le territoire. Donc, voilà un petit peu où on en est sur les CPTS actuellement. J'espère avoir répondu à votre question, mais si vous voulez poser un peu, je peux le faire. Donc, moi en tant que professionnel, si j'étais professionnel de santé et qu'il y a une CPTS qui se monte, en fait, j'irais quand même regarder ce qui se passe. Ça permet de bien connaître les professionnels de santé autour de chez vous, d'avoir une réflexion de prise en charge et de parcours. Merci beaucoup pour l'ensemble des réponses à ces questions et pour cette formation très, très intéressante et riche en contenu. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Il est encore temps. Non, c'est bon, tout le monde est à jour. Tant mieux. Pour se lancer. Vous avez les coordonnées. Vous pouvez passer par Faustine aussi si vous avez besoin de nous joindre. Exactement, tout à fait. Et puis, je crois que la formation a été enregistrée, donc ça permet de la revoir, de regarder des points avec vos équipes. Éventuellement, vous pouvez vous en servir aussi comme un premier échange avec les équipes à qui vous posez peut-être la problématique de constituer une maison de santé. Exactement. On pourra vous renvoyer la formation en replay sur demande. N'hésitez pas. Alors, pouvez-vous reprendre, un médecin ne veut pas rentrer dans la MSP. Alors, si un médecin ne veut pas rentrer dans la MSP, on ne va pas l'obliger à y rentrer parce qu'en général, c'est qu'il n'a pas les bons critères de motivation. La problématique, c'est est-ce qu'il est dans le même bâtiment que nous et qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'un patient qui rentre dans la MSP, finalement, s'il rentre dans un bâtiment, il va avoir l'impression de voir l'ensemble des professionnels de santé de la MSP. Donc, ça arrive. On ne va pas le faire rentrer dans le dispositif, donc on ne pourra pas profiter de sa patientèle, médecin traitant. Donc, je pense que le premier travail, c'est de comprendre pourquoi il ne veut pas rentrer. Est-ce que parce qu'il est proche de la retraite et qu'il a peur de s'investir dans un projet comme ça? Si c'est pendant la phase de montage du projet, ce n'est pas grave. À ce moment-là, vous lui dites, mais on ne te sollicite pas trop, nous, on monte le projet, mais on a besoin que tu signes le papier à la fin. Ça, on bénéficie en fait de sa patientèle. Si c'est vraiment quelqu'un qui est complètement opposé dans l'attention, il vaut mieux l'écarter du dispositif. Moi, j'aurais quand même une approche un peu pédagogique au départ, à essayer de comprendre ses craintes et justement, à travers un peu d'expertise, de l'amener à lui montrer que ces maisons de santé, ça ne doit pas être plus lourd en travail que ce que vous faites aujourd'hui. Ça doit au contraire vous permettre de vous organiser un petit peu différemment et d'essayer d'améliorer aussi vos conditions de travail. Donc, ce n'est pas que pour les patients. Il est proche de la retraite, il est dans la SCM. Donc, s'il part dans pas longtemps, le temps que je monte mon projet de santé, que je rentre dedans, si c'est dans une année, à la limite, je laisse à côté. S'il lui reste 2-3 ans à faire, ça vaut le coup quand même qu'il signe le projet de santé. Mais par contre, je peux monter le projet de santé sans l'inviter aux réunions s'il ne veut pas venir. Mais l'avantage, en fait, c'est pourquoi j'essaie de le faire rentrer maintenant, c'est que le jour où il part et que j'ai quelqu'un qui rentre, j'essaie de faire entrer la nouvelle personne à sa place. Exactement. Si on démarre un projet tout seul, il y a un travail de fédération autour de vous. J'ai parlé de ces 5 jeunes femmes médecins, mais j'ai eu le cas aussi de 3 jeunes qui ont monté une maison de santé. Voilà, c'est l'histoire de 3 copains qui partent ensemble et qui montent un projet. Par contre, quand on arrive sur un territoire où si on s'installe et qu'il faut absolument effectivement aller à la rencontre des autres, nous, c'est un job qu'on peut faire éventuellement et on peut avoir des aides en fait pour faire ce genre de soirée. C'est de venir faire des soirées thématiques de sensibilisation en fait pour vous aider à fédérer. Souvent, quand les élus nous appellent, en fait, c'est ce qu'ils nous demandent. Les élus nous appellent en disant « Monsieur Bois, il faudrait faire une maison de santé dans le village ou dans la ville. » Je dis « Attendez, d'abord, on va dialoguer avec le professionnel de santé, ce que vous l'avez fait. » « Ah ben non, on ne sait pas comment faire. » Et donc, en fait, on réunit professionnels de santé et élus en fait, dans une même salle et on vient faire un peu un apport pédagogique, comme je vous ai fait là, sur la formation, pour permettre
aux leaders ou aux gens qui ont envie de commencer à emmener un petit groupe dans l'histoire. Et à partir du moment où on a le petit groupe, ça y est, nous, on peut commencer à travailler. Bon, en tout cas, merci à ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. C'est un plaisir d'échanger avec vous, puis n'hésitez pas. Tout à fait, n'hésitez pas. Et puis également un petit mot sur les formations, notamment qu'on propose nous et également pour les MSP, qui sont les formations aux gestes et soins d'urgence, donc qui sont des formations obligatoires pour tous les professionnels de santé. Donc Nes Formation organise ces formations dans toute la France. Donc on a des dates existantes, mais on fait également des formations sur mesure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets dans le chat mon adresse mail ainsi que mes coordonnées. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez bénéficier de cette attestation qui doit être valide et qui est à renouveler tous les 4 ans. Donc, elle concerne tous les professionnels de santé. Et parmi toutes les formations de NES Formation, il y a la FGSU niveau 2. Voilà, donc vous pouvez vérifier où vous en êtes et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. On fait des formations dans toute la France toute l'année. Donc, on sera à l'écoute de vos besoins. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer par mail. Si vous souhaitez le replay également, on pourra vous le renvoyer. Et puis, j'espère vous voir nombreux au prochain webinaire qu'on organisera. Ouais, merci Mathieu également. Bonne journée, à bientôt. Passez une bonne journée, au revoir. Au revoir.